Henri Masson, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureuse de vous recevoir ce matin. Eh bien, écoutez, c'est moi qui vous remercie de pouvoir effectivement échanger avec vous. Alors, la CIMAD est au cœur des débats et de l'actualité mahoraise depuis fort longtemps. Vous prenez rarement la parole et vous la laissez souvent à vos détracteurs. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, parce que j'avoue, moi-même, je ne sais pas, quelles sont les missions de la CIMAD? Quel est le but de votre activité, Monsieur Masson? Eh bien, écoutez, je vais essayer de le décrire rapidement. En commençant, je voudrais vous dire que je suis content de m'être rendu à Mayotte et de passer quelques jours à Mayotte, de rencontrer bien entendu le groupe local de la CIMAD, hein, qui est soumis à forte pression, on y reviendra, je n'en doute pas, donc à la fois pour le soutenir et aussi pour prendre la mesure de la vie dans ce département français. C'est votre premier séjour? C'est mon premier séjour à Mayotte et c'est important de le dire effectivement pour la découverte de ce département. Alors, quelles sont les activités de la CIMAD dans l'ensemble du territoire français, métropole et département d'outre-mer? La CIMAD a été créée il y a 80 ans, une centaine de groupes locaux, à peu près 2500 Un groupe bénévoles. Local, c'est une représentation Un groupe local, c'est départementale. la structure de base, effectivement, de notre organisation. Il peut y avoir plusieurs groupes locaux dans un même département, le cas échéant. Et à Mayotte, principalement, nous sommes présents depuis 2008 et tout. Ça, c'est la volonté des bénévoles. Hein. C'est pas de Paris, on décide il faut aller à tel endroit ou pas. Ce sont des personnes qui sont sur place, qui ayant examiné la situation, se disent tiens, il y a quelque chose à faire dans les objectifs de la CIMAD et donc nous allons demander au niveau national la création d'un groupe local. Ça a été le cas en 2008 avec des bénévoles. L'objectif de la CIMAD dans ces statuts, c'est de défendre la dignité et les droits des personnes étrangères et réfugiées. Ça, c'est inscrit, je dirais, depuis très longtemps dans ces statuts. À Mayotte, principalement, nous faisons de l'enseignement du français. Et là, pour le coup, on ne demande pas la nationalité, bien évidemment. Tout le monde qui a envie d'apprendre le français peut venir à ces cours. Nous faisons de la sensibilisation. Nous faisons bien entendu... La sensibilisation à quoi? Sensibilisation aux problèmes généraux des migrations et tout, en particulier dans les établissements d'enseignement. Ça, nous le faisons dans l'ensemble du territoire français, mais aussi effectivement à Mayotte. Nous faisons de l'accompagnement pour les droits des personnes étrangères, puisque c'est notre vocation première. Et au-delà de ça, nous faisons effectivement un plaidoyer en faveur de ces personnes vis-à-vis des autorités administratives. Ça veut dire quoi un plaidoyer, Monsieur Masson? Ça veut dire aller défendre certaines positions et j'aurai l'occasion sans doute pendant l'émission de Ce qui veut dire par exemple attaquer au tribunal administratif des ordonnances d'éloignement, attaquer au tribunal administratif des communes pour scolariser des enfants, ça veut dire potentiellement aussi attaquer au tribunal administratif des décasages, c'est ça. Ça veut dire d'abord discuter avec les autorités pour que dans un état de droit comme la France, les lois soient totalement appliquées et tout. Et effectivement, si elles ne le sont pas, attaquer effectivement celui qui a décidé devant le tribunal administratif, parce que c'est la règle dans notre pays. Je voudrais simplement vous donner une précision. Pour les éloignements, ce sont les personnes elles-mêmes qui attaquent, c'est pas la CIMAD. Mais comme vous faites de la sensibilisation sur les droits, forcément ils savent qu'ils peuvent le faire parce qu'on leur a expliqué. Oui, parce que c'est le droit là aussi. Le droit s'applique à tout le monde dès lors qu'on est sur le territoire français, bien évidemment aux Français, mais aussi aux personnes qui se trouvent sur ce territoire pour différentes et multiples raisons, effectivement. Donc oui, le plaidoyer peut passer
effectivement par du contentieux, puisque c'est ça que vous évoquez, oui. Mais le plaidoyer, il ne passe pas que par le contentieux. Il passe par effectivement une action de conviction menée auprès de l'opinion publique, menée auprès effectivement de populations dans les lycées, dans les universités, pour leur expliquer à la fois ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons et comment nous le faisons. Nous ne sommes pas une association, je le précise, parce que quelquefois on a des idées fausses là-dessus. Nous ne sommes pas une association humanitaire. Ça ne veut pas dire que les associations humanitaires ne font pas du très bon travail, hein, non, je salue. Mais ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire que nous ne faisons pas d'hébergement à Mayotte. Et en France, nous avons 2 petits établissements où nous accueillons Alors justement, comme vous ne prenez pas souvent la parole, il se dit plein de choses et pas souvent des choses justes du coup, puisque on dit... Alors, on, hein. Oui. On sait qui est on, mais... Ah, je ne sais pas, moi, non, mais on, vous allez me le dire. C'est les réseaux sociaux, c'est les gens, c'est plein de bêtises souvent, mais du coup, l'important, c'est que vous puissiez préciser les choses. On dit que vous logez dans vos locaux des étrangers en situation irrégulière ou des demandeurs d'asile. Alors, est-ce que c'est vrai, monsieur Masson? Alors, c'est totalement faux, et je reprends votre mot, c'est une grosse bêtise. Enfin, j'ai rajouté l'adjectif, effectivement. Okay. C'est une grosse donc, bêtise. Vous ne logez pas, les gens. Alors, nous ne faisons pas d'hébergement. Et d'ailleurs, actuellement, ce serait bien impossible de le faire, puisque nous n'avons même pas accès à nos locaux. À vos propres locaux. Et deuxièmement, ces locaux sont des locaux de bureaux, ce sont des locaux de réunion, ce sont des locaux d'accueil, mais pas d'accueil pour de l'hébergement. Mais alors, nous ne le faisons pas et nous ne l'avons jamais fait. Vous accompagnez des personnes, demandeurs d'asile ou étrangers en situation irrégulière, à régulariser ou conduire des opérations de régularisation de leurs papiers. Tout à fait. Alors, plus d'ailleurs des personnes dans le domaine de la régularisation de leur séjour. Vous savez, ça procède au fond de quelque chose, on ne le souligne pas assez, mais du bien vivre ensemble. Quand les personnes sont là, elles sont là. Bien entendu, il faut regarder si elles remplissent et si elles cochent les cases qui sont prévues par la réglementation française pour obtenir ou pas un titre de séjour. Réglementation très très complexe, nous le savons. S'il en faut, oui, bien sûr. Et effectivement, là, nous les accompagnons, mais c'est une démarche personnelle, c'est une démarche individuelle qui est faite. Mais des témoignages de personnes en situation irrégulière qui viennent de débarquer, c'est-à-dire de sortir du Kwassa et de poser un pied sur la plage, en règle générale, où qu'elle soit, hein, dans le nord ou dans le sud, arrivent avec votre adresse et votre numéro de téléphone dans les bagages. Ces témoignages sont réels, j'en ai été moi-même le témoin. C'est donc qu'il y a une forme de prosélytisme quelque part. Non, madame. Là, ça, je ne peux pas admettre ça. L'adresse de la CIMAD à Mayotte comme sur l'ensemble du territoire français, elle est connue sur Internet. J'ose imaginer que les réseaux Internet vont jusqu'aux Comores. Donc si quelqu'un veut effectivement avoir l'adresse de la CIMAD, c'est extrêmement simple. Et même s'il n'a pas l'adresse en débarquant du bateau, comme vous l'avez dit, pas très compliqué de la trouver et tout. La CIMAD, elle est connue. Donc on sait la retrouver. Le terme de prosélytisme, pardonnez-moi de vous le dire, mais c'est une injure, effectivement. Ça fait 80 ans que nous respectons les lois de la République, nous ne faisons aucun prosélytisme. Mais quand quelqu'un toque à la porte, nous lui ouvrons la porte, effectivement, et nous examinons avec lui si c'est possible ou si ça n'est pas possible. Dans certains cas, ça n'est pas possible et on lui dit ça n'est pas possible. Alors les personnes que vous accompagnez dans la régularisation des papiers, donc des étrangers qui sont en situation irrégulière et qui cherchent effectivement à, comme vous le disiez, cocher les cases des règles pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour, ils sont logés où ? Mais ils sont logés, ce n'est pas nous qui nous occupons de ce logement. Il y a d'autres associations, c'est-à-dire que quand quelqu'un arrive et qu'il nous dit j'ai pas d'argent, j'ai pas de quoi me nourrir, j'ai pas de quoi m'habiller, j'ai pas de quoi me loger, nous travaillons dans un réseau associatif que vous connaissez tout à fait bien à Mayotte et qui va prendre en charge, si on peut dire, ces personnes pour d'autres activités. Nous avons vraiment une spécialité fondamentale, c'est l'accompagnement juridique, et puis, je l'ai dit, l'apprentissage du français. Parce que l'apprentissage du français est une chose fondamentale, bien évidemment,
Voilà. Effectivement, voilà. Et ça, c'est vrai, c'est vrai à Mayotte, bien évidemment. Mais c'est vrai partout en France. J'ai fait 6 ans de permanence à Belleville, dans le nord de Paris. Là, je connais bien. Pour accueillir, pour accueillir des personnes, effectivement, sans titre de séjour, l'une des premières choses que je leur conseillais de faire, c'était effectivement, lorsqu'elle ne maîtrisait pas bien le français, d'améliorer ce français. C'est fondamental pour... Est-ce que, Monsieur Masson, vous comprenez que sur notre département, la pression migratoire est telle que les actions que vous entreprenez pour faciliter les démarches administratives en vue d'une régularisation sont extrêmement mal vécues par une partie de la population qui considère que vous prenez fait et cause pour les étrangers contre le développement de Mayotte. Est-ce que vous comprenez ces personnes? Alors, je peux tout à fait l'entendre, je peux tout à fait le comprendre. Je peux ne pas le partager. Pourquoi? Et je ne le partage pas. Oui, j'imagine bien. Voilà, non, mais pourquoi, on va l'expliquer. Oui. D'abord parce que notre énergie, nous ne la consacrons pas simplement, je l'ai dit par quelques exemples, exclusivement à la population étrangère. Nous la consacrons aussi à la population mahoraise. Les cours de français, par exemple, le fait que quelquefois nous accueillons des familles, des mariages mixtes, et que du même coup nous accompagnons aussi des membres de la communauté mahoraise. Et aussi, ce qui est tout à fait important, c'est que nous nous battons depuis le début de la création de ce groupe local pour que, effectivement, les règles de droit qui sont applicables à Mayotte soient les mêmes que celles dans les autres départements. Mais le niveau du développement ici ne permet peut-être pas aussi facilement que ça d'appliquer les règles. Et je vais prendre un exemple, puisque c'est aussi la raison qui fait que vos locaux sont occupés par les collectifs. La scolarisation des enfants de Tingoni. Aujourd'hui, dans les écoles maternelles de Tingoni, c'est 35 enfants par classe. En maternelle 1, donc on parle de petits qui ont moins de 6 ans, entre 3 et 6 ans. Tous les enfants de 3 ans, y compris des enfants mahorais, c'est-à-dire ou des enfants d'étrangers qui ont un titre de séjour en règle, ne trouvent pas de place à l'école parce qu'il n'y en a pas. Vous attaquez la commune de Tingoni et demain on se retrouve encore au tribunal administratif pour l'obligation de scolarisation d'enfants de 3 ans à Tingoni, mais il n'y a pas de place. Donc moi je comprends la volonté qui est la vôtre de dire il faut respecter les règles de droit, mais quand les règles de droit elles s'opposent à une réalité qui ne peut pas les absorber, on fait quoi? Parce que là, demain, il y aura, je crois que c'est 9 enfants, me semble-t-il, et c'est la règle de droit. Donc la commune de Tingoni va être obligée de les scolariser. Mais elle les scolarise où? Alors, première chose, oui. Contrairement à ce que vous avez dit, oui. Nous ne sommes pas partis à ce contentieux sur la scolarisation. C'est très clair. D'accord. Ce qui ne veut pas dire... Ce sont d'autres associations comme Solidarité Mayotte, la Gisti, etc. Soyons clairs. La Ligue des droits de l'homme, je crois aussi. Voilà, tout à fait. Mais ça ne veut absolument pas dire que nous ne partageons pas cet objectif. Et oui. Pourquoi nous partageons cet objectif? Pour une raison simple. C'est parce que nous considérons que les enfants, quels qu'ils soient, qui sont sur le territoire de la République française, doivent être traités de la manière la plus parfaite et tout. Cela signifie que, effectivement, s'il n'y a pas assez de place pour accueillir tous ces enfants, c'est dramatique et qu'il faut en urgence construire des écoles pour un enseignement de qualité. Pas un enseignement à la petite semaine. 35 enfants par classe, c'est nul comme enseignement, on est d'accord. Mais non, mais il faut augmenter le nombre de classes. Il faut donc investir pour construire effectivement des écoles et pour faire un enseignement qui ne soit pas un enseignement, pardonnez-moi, à la petite semaine. Mais Monsieur Masson, dans le même temps, les mêmes associations attaquent les décasages
à Miri-Rény et à Combagny, et je prends le terrain de Combagny, pour lequel les mêmes associations ont empêché le décasage qui devait avoir lieu en décembre, et sur ce terrain de Combagny devait être construit une école. Donc on fait comment? C'est complètement, vu de l'extérieur, c'est complètement incohérent, et du coup la population se met en opposition vis-à-vis de ce que vous faites, et c'est un peu ce qu'exprime le collectif En bloquant vos locaux. Comment on peut d'un côté obliger dans la même commune, obliger à la scolarisation d'enfants, et puis de l'autre côté empêcher la construction d'une école? Ça n'a pas de sens. Non, non, attendez, je pense qu'il faut reprendre les choses les unes après les autres, hein, effectivement. Allons-y, voilà. mais on est là pour oui, ça. Oui, mais tout à fait, effectivement. Et je suis très content de cette occasion de le faire et tout. Sur les problèmes de scolarisation, je vous ai dit quelle était notre analyse et tout. Et le rectorat ne manque pas d'investissement pour construire des écoles. Mais il y a plus. Il faut continuer. Mais il y a plus 10 000 naissances par an. En fait, finalement, c'est une classe par jour qui naît. C'est juste impossible d'y arriver. Non, non, enfin, voilà, faut être clair. On va pas couvrir le département d'école. Je ne suis pas sûr que ce soit impossible d'y arriver. Et en tout état de cause, ce seront un des points que j'aborderai tout à l'heure avec le recteur de Mayotte. Sur le décasage, effectivement, vous notez ce qui vous semble être, et ce qui semble être à d'autres personnes, effectivement, une opposition et tout. Je voudrais dire là aussi une petite parenthèse, c'est que dans l'ordonnance du tribunal qui a annulé le célèbre arrêté préfectoral, nos interventions ont été écartées. Oui. Ce qui signifie que nous faire porter toutes les conséquences de cette annulation de l'arrêté, c'est quand même un peu gros. Mais écoutez, c'est que vos actions de sensibilisation on ne traite qu'aux riches. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. C'est ça. Nous sommes très célèbres et tout. Eh bien, écoutez, dans certains cas, on préférait être un peu moins célèbres et pouvoir travailler dans la sérénité, et dans le calme et dans nos locaux. Alors, je reviens sur le fond. Sur le cas de Tsingoni. Oui, sur le fond, effectivement. Le problème du décasage, ce n'est pas tant qu'il faille supprimer des bidonvilles. Bien évidemment, nous considérons que les bidonvilles, ce n'est pas une option en soi. On voit des photos derrière, c'est des immondices. Mais bien évidemment, de l'être humain. Mais bien sûr, les bidonvilles ne sont pas un état merveilleux qu'il faudrait maintenir. Et jamais personne ne pourra me faire dire le contraire. Et jamais personne. Et c'est une bonne nouvelle. Non, tout à fait. Jamais personne ne pourra nous accuser de tenir ce langage-là. En revanche, et je le dis avec beaucoup de conviction ici devant vous, c'est que connaissant de très nombreux bidonvilles à l'étranger, en Amérique du Sud, j'en ai visité au Brésil, en Argentine, au Maroc, et en France, où nous avons une mission, effectivement, bidonville en particulier, nous luttons contre ces bidonvilles. Mais en même temps, nous souhaitons que la population soit traitée avec respect et avec égard. Il ne faut pas oublier que dans ces bidonvilles, même s'ils sont horribles, on le voit avec ces photos, il y a une vie sociale. Et qu'on ne peut pas décider en quelques semaines de dire « allez hop, on prend un arrêté ». Et on va dissoudre cette communauté qui est la chose peut-être la plus importante pour ces familles qui n'ont pas beaucoup. Mais monsieur Masson, qu'il faut. Quand même, vous parlez de vie sociale. Vous avez vu l'insécurité de cette vie sociale à Passamenti quand des gamins de 17 ans vont découper, scalper un autre enfant parce qu'il est dans la bande rivale pour des histoires bêtes, mais il le découpe vivant, il lui coupe un pied, il lui coupe le bras, il le scalpe et il lui découpe un morceau du ventre. C'est ça la vie sociale qu'il faut maintenir, monsieur Masson? Madame, vous ne pouvez pas me tenir ce genre de langage. Quand même. C'est effectivement une réalité. Non, mais c'est une réalité dramatique, mais on ne fait pas de statistiques sur le nombre 1 ou même sur le nombre 10. Il y a une vie sociale qui n'est pas forcément la même que celle à laquelle nous aspirons et à laquelle nous aimerions que ces personnes puissent aspirer, mais cela demande un temps de transition. Ce que nous demandons, c'est que effectivement ces personnes puissent quitter leur bidonville, mais qu'elles puissent quitter leur bidonville en ayant effectivement
un logement pérenne... Mais il n'y en a pas, monsieur. Ah non, mais alors à ce moment-là... Il n'y en a pas de logement pérenne, mais ce sont des occupants sans droit ni titre, monsieur Masson. Il n'y a pas de logement. Non, mais alors, ça aboutit au fait, madame, qu'on fait du décasage et que ces personnes vont aller créer un autre bidonville ailleurs? Non, elles ont des propositions d'hébergement et les associations... Temporaire. C'est la loi. C'est la loi, hein. La loi n'oblige pas à un relogement pérenne. C'est pas moi qui l'écris, c'est le tribunal qui l'écrit, et que les propositions de relogement ou d'hébergement d'urgence n'ont été présentées aux occupants que dans l'intervalle d'1 mois entre la signature de l'arrêté et la date prévue pour sa mise à exécution. Donc déjà le juge effectivement trouve ça très étonnant, que l'arrêté litigieux ne comporte aucune proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence adapté à chaque occupant, qu'aucune pièce ne permet de connaître la consistance des propositions d'hébergement, et ainsi de suite. C'est pas moi qui l'écris. Non, c'est le juge administratif. C'est le juge administratif, et tout le monde peut aller le voir. C'est pas Henri Masson. Monsieur Masson, il est déjà 8 heures. Oui. C'est la fin du temps de parole. On avait encore des tas de choses à dire. Moi, j'ai une chose à vous demander. Est-ce qu'on peut continuer cette interview, parce que le nombre de connexions est vraiment très important, donc il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce que vous avez à dire. Est-ce qu'on peut continuer cette interview dans un autre cadre, et on diffusera l'interview demain ou après-demain? Écoutez, si c'est terminé, vous vouliez me poser une question sur les financements. Oui. Et ça, j'aimerais beaucoup y répondre. Je vous la pose, monsieur Masson. Vos financements pour vivre et pour financer vos actions proviennent de où? Alors, nous sommes une association. Nous avons effectivement des financements publics, puisque c'est ça le problème et tout. Hein. Mais ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Allons carrément au but. Ces financements publics sont liés à des missions très particulières que nous confie l'État. En particulier, vous savez ce qui se passe d'ailleurs à Mayotte, mais nous ne sommes pas partis à cela. Nous avons une mission importante avec le ministère de l'Intérieur d'être présents dans les centres de rétention administratifs. Donc, qui dit mission, dit effectivement financement, effectivement. Et nous avons quelques autres missions qui sont minuscules. La majorité de nos fonds proviennent de donations, de dons, et en particulier de tous nos adhérents, effectivement, à l'association. Je voudrais dire aussi, pour les personnes qui disent « Oh là là, cet argent, c'est notre argent », je parle de l'argent public, hein, c'est l'argent de tous les concitoyens, de tous les contribuables et tout, ça ne doit pas être bien vérifié, il faudrait aller demander et tout. Alors d'abord, à Mayotte, nous ne recevons aucun financement public pour l'activité de Mayotte. Toute l'activité de Mayotte est financée par le siège national et donc par la solidarité territoriale entre les différents autres départements. Et deuxième chose très importante, c'est que nous sommes contrôlés bien évidemment par un commissaire aux comptes. Bien sûr. Nous sommes contrôlés par Dons en Confiance, qui est la grande structure qui contrôle toutes les associations et tout. Et encore hier, j'avais un conseil national depuis Mayotte et tout. La représentante de Dons en Confiance était là parce que nous débattions de problèmes financiers. Parce que sur les donations, ce qu'il faut dire à notre public, c'est qu'il y a une recherche forte d'optimisation en fait pour rassurer les donateurs entre les frais de gestion et les frais consacrés aux missions sociales. Tout à fait, et que l'argent qui est récolté, nous disons aux gens, donnez-nous de l'argent pour faire ceci, on le fait bien. Et enfin, contrôle de la Cour des comptes. J'y insiste beaucoup, nous avons été contrôlés il y a 2 ans et on a eu un rapport tout à fait correct. Monsieur Masson, c'est la fin de ce temps de parole, on est en retard. Bon. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau, et j'espère que vous serez d'accord pour qu'on continue à échanger. Écoutez, vous m'envoyez, comme on a dit, comme tout à l'heure on a dit. Voilà. C'est la fin de ce temps de parole, tout de suite à la suite de nos programmes.